suis une personne anxieuse, moi, comme à jeun, de monter sur scène, je suis comme, what am I doing? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ouais, ça je comprends. Est-ce que toi, t'as encore ce feeling-là, des fois? Ouais, tout le temps. OK. Tout le temps. Ah, mais tu me rassures. Mais tu vois, quand, mettons, j'accompagne, j'ai vraiment moins ce sentiment-là parce que, tu sais, ça dépend du... ça dépend du rôle que j'occupe, mettons. Là. Ouais, je comprends. Si je fais juste accompagner, comme mettons dans le band de Thierry Larose, je suis juste guitariste. Là, mettons, j'essaie juste d'être le plus présent puis de jouer ce que je ressens sur le moment, mettons. Ouais. Mais je suis pas vraiment stressé puis j'ai pas nécessairement de soucis autres que mon propre petit carré de sable, mettons. Ouais, exact. Si j'accompagne, puis genre, j'ai fait la mise en scène, là, j'ai comme une espèce de surconscience externe de tout ce qui se passe sur scène pour être sûr que tout se déroule comme on l'a prévu, puis que s'il y a des trucs qui accrochent, comme qu'on puisse réagir en temps réel, puis que ça se passe bien. Ah ouais, tu penses même à des solutions. Mais c'est sûr, faut que tu sois... Ouais, je te file. Ouais. Tout le temps. Mais c'est pas tant stressant non plus. Tu sais, c'est stressant quand même, mettons. Mais le plus, c'est quand je faisais mes shows, hein, comme les derniers... Ouais. Dans le Soleil Noir, ça, j'ai pas envie d'y faire. Je veux dire, je suis une heure avant, puis s'il peut arriver quelque chose qui fait que le show est... J'ai un gros fantasme qui parfois se réalise du spectacle annulé. Ouais. Mettons, le spectacle arrive, puis il est annulé. Je trouve ça incroyable. C'est comme le feeling d'une journée de tempête. Où, OK, je comprends. Fait que ça arrive pas souvent, heureusement, parce que... Ça se travaille. Ouais. Mais c'est comme si c'est ça. J'ai vraiment pas envie d'y faire. Puis s'il y a quelque chose qui va arriver qui empêcherait la tenue du spectacle, je serais très content. Je comprends. Mais c'est juste qu'à la toute dernière seconde, c'est comme le cliché. Une fois que le premier couplet est passé, c'est correct. C'est vrai hein, que c'est ça. On dirait qu'une fois que le premier moment est passé, que les niveaux sont bons, que mes doigts sont pas en compote, je suis good. Ouais. En toute honnêteté, moi, le dernier podcast que j'ai fait à l'Idéal, justement. Ouais. C'est ça avec Elliot Majot? Ouais. Exact. Ouais. Comme toi, tu sais, je l'avais déjà rencontré une fois, genre, à mon podcast. Ouais. Fait que j'étais comme semi en confiance. Tu sais, j'étais comme, à la limite, je sais que cette personne-là, elle va pas me laisser tomber en plein milieu de la conversation devant la foule. Je comprends. Quand même, c'est moi qui est comme l'organe. Tu sais, je suis le producteur, promoteur, tout ça, là, de cet événement-là. Ouais. Je demande à 55 personnes de se déplacer. Un artiste, etc. J'étais dans le taxi en m'en venant, là. Puis c'est mon 3e live, mais c'est mon 81e podcast. Ouais. Je me suis retourné, j'ai juste dit à ma blonde, genre, I can't fucking do this. I'm freaking out. Genre, je veux pas être ici. Comme, pourquoi est-ce que je fais ça? Ouais. Je me répète ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Puis j'étais dead serious. Puis je suis désolé de le dire parce que je suis une personne qui est assez straight edge quand je fais de la création ou des concerts. Mais genre, j'ai pris une bière, man. Puis, ouf, ça t'a calmé le monsieur, ça. Mais tu sais, prendre une bière, tu sais... Je t'entends, mais moi, je te dis juste que c'est comme ça. Je comprends. Je comprends que tu es passé par-dessus certains principes, mais tu sais... Ouais. Comme des fois, ça prend ça. Tu sais, c'est un truc qui est très... Tu sais, pas... Tu sais, bien sûr, je veux pas banaliser la consommation d'alcool ou rien, mais tu sais, dans toutes les sphères de haute performance... tu sais, il y a des setups dans lesquels il faut que tu performes qui ne sont pas des contextes naturels. Je pense que ça, sur une scène, c'est vraiment contre nature. Ouais. Ça prend quelque chose. Il y a beaucoup de consommation, que ce soit, mettons, les bêta-bloquants chez les musiciens classiques. Il y a toujours... Ah ouais, genre, ça? Ouais, tu connais ça, les bêta-bloquants? Ouais. Oui, je sais c'est quoi. Ben ça, c'est très, très répandu, semble-t-il, dans les milieux classiques, parce que justement... Performance, là. Ouais, puis il faut que tu sois détendu. Tu sais, mettons, tu rentres, t'es violon 1, il faut que tu clenches la grosse affaire, mettons, 3 minutes dans le concert, tu peux pas te permettre d'être sur le stress ou d'être approximatif ou de checker, il faut que tout soit parfait. Fait que, tu sais, je pense pas que... Je dis pas ça pour banaliser quoi que ce soit, mais je pense que c'est... Je te file, moi... Je pense que c'est ça. Ben, j'ai fait le pour et le contre. Je me suis dit, genre, le stress, ça va me tuer plus que la bière. Ouais. Que cette bière-là. Ouais. Puis toi, admettons, parce que moi, je suis toujours curieux de savoir ça. Est-ce que tu te parles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te parle? Est-ce que c'est comme un... T'as-tu un rituel? C'est quoi ta... Comment tu survis et que tu surpasses ton stress? Je tousse énormément. Pour vrai? Ouais, je suis asthmatique. Puis quand je suis stressé, c'est psychosomatique, là, tout tombe dans les bronches, puis je me mets à tousser comme un dégénéré. No way. Ouais. T'as-tu une pompe, genre? Ouais. Mais je prends pas des pompes au quotidien, mettons. Ouais. Mais c'est comme ça que ça se manifeste. Ce serait ça mon rituel, j'imagine, parce que j'ai pas d'autres... OK, toi, tu y vas à sec, là, tu te parles pas, genre, c'est comme, fuck it, let's go.
Ça se peut. Ouais. OK. J'aime ça quand même. C'est assez rock'n'roll là, comme... C'est là, c'est là. Exact, faut y aller, c'est là. Puis, je comprends. Hey Alex, juste pour être sûr, genre, est-ce que tu pourrais te rapprocher un tout petit peu de moi? Ouais. Excuse-moi. Ça, c'est mieux pour toi? Ça, c'est parfait, Je vais absolument. placer le micro. Je peux te regarder. Ouais, allons-y. Tiens, enlève les écouteurs de là, tiens. Ouais, j'avais des notes. Où est-ce que j'ai mis mes notes? Parlant de musique classique, est-ce que tu es un fan de musique classique? Pas autant que j'aimerais. OK. Non, pas autant que j'aimerais. J'ai toujours des passes où j'essaie de me dire, OK, là, je C'est vais... ma passe. Ben, je vais... je m'achète un coffret, genre toutes les symphonies de Mahler. Ah ouais. Puis je l'écoute jamais. Je comprends. Tu vois, je faisais mes impôts la semaine passée, puis là, j'ai retrouvé la facture du coffret Mahler. C'est un exemple vrai. Ça faisait 1 an que je l'ai acheté, je l'ai ouvert, il n'y avait pas de livret, fait que là, j'étais comme déçu à l'ouverture, puis j'ai pas écouté aucun disque, mais... Ouais, je comprends. Mais c'est vrai qu'on pourrait toujours écouter un peu plus de musique classique, je pense. Ouais, vraiment. Il y a des trucs que j'aime vraiment beaucoup, auxquels je reviens toujours, là, comme les pièces pour piano de Debussy ou ouais, je feel. Tout Ravel. J'aime beaucoup la musique française du début du 20e siècle. Mm-hmm. J'ai eu la confirmation juste avant que tu arrives que j'allais m'entretenir avec la soprano Karina Gauvin. OK. Dans le fond, cette dame-là a genre 57 ans. Là. Elle a tout fait. Mm-hmm. Elle a tout fait. Genre, moi, j'ai sorti 8 ans avec une chanteuse classique. Ouais. Fait que ça a été comme mon introduction à tout ça. Là. Ouais. Quand je t'entendais parler de classique, je me disais, est-ce qu'Alex aime la musique classique? Genre, je me dis, c'est sûr qu'il n'est pas indifférent à ça. Non, vraiment pas. Puis pendant 5 ans, j'ai été placé au Grand Théâtre de Québec. Où l'OSQ, l'Orchestre symphonique de Québec, joue. Puis il y a aussi un autre truc qui s'appelle le club musical, là, qui est comme ils font venir pour souvent des solistes internationaux, puis ils sont accompagnés par des différents ensembles. Puis il y avait aussi l'opéra, etc. Fait que j'ai été pendant 5 ans c'est toutes les semaines. Ouais. Wow. C'était très le fun. Puis là, c'était à l'époque où j'étais à l'université, puis j'étais très, très studieux. Là. Fait que quand il y avait un opéra qui allait présenter, j'essayais d'aller emprunter un enregistrement à la bibliothèque de l'université, l'écouter en avance, etc. Astique théâtre. Cool. Mais là, j'ai plus ce régime-là, mettons. Ben, ça demande du temps. C'est comme une époque de ta vie. Là. C'est comme, il me semble qu'on écoutait tellement... Bon, en tout cas, j'écoute encore beaucoup de musique, mais j'en dévorais tellement quand j'étais ado. Là. J'en écoute définitivement vraiment moins que dans ma vingtaine. Alex, prenons le temps de recommencer au commencement. Ouais. Parce que comme j'avais dit juste avant qu'on commence d'enregistrer, je t'avais déjà rencontré, mais c'est dans le contexte d'une entrevue avec Lou Adrian. Fait que j'avais pas vraiment eu l'occasion de comme creuser avec toi. Tu venais d'où, puis retracer ton parcours. Fait que je te demanderais, tu viens d'où en fait? Je suis né à Vanier, qui est comme c'est rendu dans Québec là, après les fusions, mais avant ça, c'était une ville indépendante, là, mais j'ai jamais habité à Vanier, je suis juste né à l'hôpital là-bas, mais sur mon passeport, tout s'écrit Vanier. OK, je comprends. Et non Québec. Puis j'ai grandi maintenant, ça s'appelle Lairet, c'est comme Limoilou Nord, si tu veux. C'est pas le vieux Limoilou, c'est juste je comprends. La dernière section de Limoilou entre le vieux Limoilou puis Charlebourg. Fait que j'ai grandi là, oui. Ils faisaient quoi tes parents quand t'es né? Mon père est infirmier. OK. En soins psychiatriques. Wow. Puis ma mère, quand j'étais jeune, elle travaillait au Concorde, un hôtel. Elle travaillait à l'hôtel là-bas. OK. Puis c'est quoi la musique qui jouait chez toi quand tu étais kid? Il y avait vraiment beaucoup de musique qui jouait. Mes parents sont vraiment pas du tout musiciens. Quoique ma mère a déjà fait un concours de chant à la télé quand elle était petite, je pense. T'as-tu le footage? Non, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'était une télé locale. Je comprends, la cassette sur la côte nord où elle a grandi. Fait que j'ai pu voir ça, mais elle a toujours... Encore à ce jour, elle chante constamment. Là. Ah, no way. Puis mon père, lui, c'est vraiment un mélomane curieux. Là. Fait il y avait une discothèque vraiment, vraiment grande. Des milliers d'albums. Là. Ah ouais. Ouf. Fait qu'il y avait... J'ai grandi, mettons, à la fois dans... Lui, c'est vraiment, à la base, un gros fan de prog, mettons. Puis par la bande, après ça, par le prog, il est allé vers le fusion, puis le jazz. Fait que là, il écoutait beaucoup de jazz, puis de classic rock, puis de prog. Ouais. Très anglophone, pas beaucoup de... Je pense que même les seuls disques en français de toute sa discothèque personnelle à lui, si je me trompe pas, c'était 5e saison puis Leptade d'Harmonium. C'est drôle, j'allais dire Harmonium. C'était les seuls disques francophones de sa discothèque, il me semble.
Puis ma mère, elle, était vraiment plus chansons populaires québécoises des années 90. Là, fait que tous les chanteurs, chanteuses à voix de l'époque, plus beaucoup de Michel Fugain. J'ai des souvenirs d'écouter Michel Fugain avec ma mère quand j'étais jeune. Est-ce que tu retrouves ces deux influences-là, ces deux inspirations-là dans ta vie à toi, finalement? Ouais. Surtout, il fut un temps où j'aurais pas dit ça, mettons. Là. J'avais pas l'impression que ce que ma mère écoutait avait une influence sur moi autant. J'imagine que c'était le syndrome du jeune qui va être cool. Fait que moi, je me dis... C'est ça. Il y a deux types de jeunes. C'est soit tu intègres ce que tes parents écoutent puis tu l'aimes ou t'es comme... Ah. Mais c'est comme si je m'identifiais plus à mon père. Donc moi, j'écoute la musique plus exigeante, etc. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour la musique québécoise populaire de ces années-là, de ma jeunesse, puis que il y a comme un truc avec lequel je ne suis vraiment pas d'accord, là, c'est la notion de plaisir coupable. Là. Ça, c'est un truc qui, pour moi, Je comprends. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends pas en quoi c'est réjouissant de vivre une certaine honte à aimer quelque chose. Je comprends pas pourquoi ce serait honteux. Tu comprends? Il y a comme une espèce de notion de je me désengage un peu de mon affection pour quelque chose parce que... Ouais. Mais c'est très judéo-chrétien, ça, je feel aussi. Ah, peut-être, ouais. C'est le plaisir coupable. Ouais. Puis ça, après ça aussi, c'est comme des codes sociaux, là, genre, tu veux pas dire que t'écoutes du Coldplay, genre. C'est ça. C'est comme, OK, fait que t'aimes pas avoir des émotions. Ouais. Je comprends pas ça. J'aime pas tout ce qui est, d'une certaine manière, vise à se désengager de ses propres émotions et de ses propres affects, là. Mm-hmm. Fait que... Je suis tellement d'accord avec toi, man. Moi, je passe mon temps à discuter avec les gens de ce genre de propos-là, tu sais. Puis c'est vrai que... Puis tu sais, certains invités, je comprends après ça, l'individu, des fois, il y a des gens qui veulent garder certaines informations proches, ça demande une certaine vulnérabilité de juste l'avouer puis de dire que t'aimes ça, tu sais. Mais au-delà de ça, c'est vrai que genre le discours, ça t'écarte un peu des autres. C'est quoi, toi, t'es trop cool pour aimer ça, genre? Ouais. Puis c'est comme si... Tu sais, c'est l'exemple classique, là. Mais c'est, mettons, tu vas jouer à Radio-Canada, puis ils te demandent, peux-tu jouer un plaisir coupable? Je vous dis, j'en ai pas de plaisir coupable. Puis ils disent, mais genre, comme par exemple une toune de Céline Dion. Mais pourquoi vous trouvez ça pas bon, Céline Dion? Ouais, je comprends. Le sous-entendu, t'aimes pas ce sous-entendu. Moi, je trouve ça excellent, sans deuxième degré. C'est pas parce que ça me rappelle quelque chose ou parce que je me mets à aimer des choses qui sont pas bonnes là-dedans. Je trouve qu'objectivement, il y a des chansons sur 2, par exemple, qui sont dans les plus grandes chansons francophones jamais écrites. Puis ça, cette notion de t'as pas le droit d'aimer ça pour vrai, ou si t'aimes ça pour vrai, t'appartiens à un autre groupe qu'on regarde de haut. Toutes ces affaires-là, je comprends. J'aime pas beaucoup. Mais c'est que moi, des fois, je te dirais même que je trouve que les gens... Comment je peux dire ça, man? C'est un grand propos, là, mais... Je serais même prêt à te dire que j'ai l'impression que les gens n'apprécient pas vraiment la musique à sa juste valeur. C'est une grande question, ça. Right? Non, mais tu vois, genre, je comprends, là, les gens... c'est bon, là, de la musique populaire, puis ça en prend, puis... C'est juste que je pense qu'il y a des degrés de musique populaire, genre. Mm-hmm. Moi, je suis d'avis, genre, c'est correct si tu l'aimes, genre, mais je feel que comme... I guess que ça part peut-être du mot « intention ». Il y a certaines musiques qui est habitée d'une intention énorme. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres que je ressens que l'artiste qui l'a fait care peut-être pas vraiment. Là, je me dis, si toi, tu cares pas, pourquoi est-ce que moi, Sacha, je devrais m'investir émotionnellement dans quelque chose que tu sembles t'en foutre? Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est comme si je suis pas nécessairement en paix totale avec... le concept de postmodernisme en culture. Là. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord là-dedans, mais un des gains, mettons, de la pensée postmoderne, pour moi, c'est de dire qu'il n'y a plus de dichotomie haute culture, basse culture. Genre, toutes les cultures sont mises sur un pied d'égalité. Mm-hmm. Puis au sein de chaque groupuscule culturel, il y a des choses de qualité et des choses de moindre qualité. Comme dans la musique populaire, il y a des choses de grande qualité, puis il y a des choses très médiocres, comme dans le jazz aussi, il y a des choses de grande qualité, il y a des trucs médiocres. Absolument. Mais c'est comme si la notion de plaisir coupable, juste pour revenir à ce qu'on dit tantôt, on dirait que ça tient à préserver une espèce d'ordre bourgeois de haute culture, basse culture. Moi, je suis un artiste sérieux invité à Radio-Canada, donc je fais partie de la haute culture. Mm-hmm. Toute cette espèce de dichotomie-là, ça me semble vain puis vraiment passéiste. Puis
t'as raison de dire le truc d'intention parce que, bien sûr, qu'il y a de la musique la musique pop, mettons, qui est ouvertement 100% commerciale puis qu'il n'y a pas d'autre intention que de rentrer dans un trend puis d'en tirer profit, tu sais. Ouais. Comme il y a des trucs qui sont de la musique extrêmement populaire qui, justement, est une musique avec de l'intention puis des idées derrière. Ouais. L'un n'empêche pas l'autre, tu sais. Pas du tout. Puis je pense que tu peux... Tu sais, les gens... Je suis très opinionated à propos de la musique. Ouais. Tu sais, genre, j'aime ça, j'en consomme, puis la culture, c'est important pour moi. L'intention qui est portée dans tout ça, tu sais, puis c'est comme... Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être similaire là-dessus, c'est que je veux être très ouvert sur tout. À la fois, j'ai beaucoup d'opinions sur tout. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est comme... Évidemment que, genre, c'est correct que t'aimes ça, genre, du Pitbull. Je vais pas te bâcher toi, personnellement. Mais je peux quand même pas, moi, en bonne conscience, faire semblant que c'est genre, it's as good as. Ouais. Puis c'est juste ça mon point. C'est genre, tu peux l'aimer, tu peux l'écouter, tu peux l'adorer, tu peux aller le voir en show. C'est juste, est-ce qu'on va vivre dans un monde où on va juste faire semblant que tout est pareil, genre? Je suis vraiment d'accord avec toi. J'irais même jusqu'à dire que, tu sais, peut-être que Pitbull, c'est pas de l'art non plus, tu sais. Right. Ça veut pas dire que c'est ça, comme tu dis, c'est pas un produit que tu peux consommer puis que ça peut pas t'apporter quelque chose de bien puis je veux dans pas ta make vie. it personal, tu sais, comme... Ça, c'est bien correct, là. Ouais. C'est comme boire du coke, là. Moi, ça me fait du bien boire du coke, des fois, là. Exact. Mais je ne veux pas croire que qu'il y a une intention... C'est pas nutritif. Ouais, puis c'est pas gastronomique non plus. Ça véhicule pas d'idées, ça véhicule pas de concepts ou d'émotions. Exact. Puis je feel qu'au Québec, des fois, ou du moins, je dis au Québec parce que j'habite au Québec, fait que c'est ma réalité, là, tu sais. Mais genre, on a peur d'être critique dans le sens d'avoir une opinion, un sens critique de ce que nous consommons. Mm-hmm. D'avoir un dialogue. Ouais. C'est comme, moi, je peux te dire, tu sais, j'aime pas vraiment ça, Alex, puis les gens, ils le prennent tellement personnel. Ouais. C'est comme, j'essaie pas de te dire que c'est de la marde. J'essaie juste de dire comme, de discuter, de dialoguer. Ben, c'est cool que tu vois ça comme ça parce que c'est pas tout le monde, on dirait, qui est capable d'aller au fond de la chose. Puis je pense que, en quelque part, ça demande une curiosité, puis ça demande d'avoir de la culture. Faut aimer consommer des choses, faut aimer regarder la télé, le cinéma, la photo, lire, faut aimer la littérature, faut aimer la musique. Ouais. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi, puis en même temps, c'est que t'as raison, c'est un cliché culturel de dire ça, mais tu sais, au Québec, on aime pas la chicane. Fait que ça participe du fait que le débat d'idées n'est pas souvent bien vu, peu importe la sphère dans laquelle ça évolue. Mais tu sais, c'est que pour moi, ce jugement critique-là, c'est pas un truc qui est hors de portée pour le monde. C'est juste de se dire, mettons, ça, t'aimes ça. Mm-hmm. OK? Demande-toi pourquoi t'aimes ça. Oui, of course. Qu'est-ce qui là-dedans t'attire? Y a-tu des choses que toi, personnellement, quand tu mets ça en relation avec une autre œuvre, tu peux dire, ça me semble moins abouti que dans telle autre affaire. Mais en même temps, puis ça te permet pour moi, juste d'avoir une vision plus juste puis nuancée de la vie en général. Tu sais. Moi, je dis le mot avoir une pensée critique. Ouais. C'est juste simplement ça. Je suis tellement d'accord avec comment tu l'as dit. Puis c'est le fun de faire ça, je trouve. Moi, tout. Puis c'est comme si souvent, j'ai l'impression que dans la tête du monde, c'est si tu entres dans ce mode de consommation culturelle-là, c'est comme si tu avais juste une approche très calculée et froide. Mm-hmm. Mais ça empêche. Moi, j'ai l'impression d'avoir cette approche de la culture puis d'entretenir ça dans ma vie, mais ça m'empêche pas d'être, mettons, pas capable de formuler une seule critique envers Bob Dylan, mettons, parce que je suis trop fan. Genre, ça m'empêche pas de vivre absolument des passions artistiques envers certains artistes ou certaines œuvres que de pouvoir porter ce jugement-là sur d'autres affaires. Tu sais. Je me sens... te décris exactement comment je me sens. Moi, je pense la même chose que toi. L'autre jour, j'étais en train de... J'imagine que toi aussi, là, tout le monde a checké les clips. Ouais, ben oui. Puis il y a quelqu'un qui a mis un poste de radio puis qui jouait Dark Side of the Moon. Ouais. Puis j'étais sur le toit du House Gang ici avec quelques personnes, genre, puis la musique, elle nous appartenait pas, elle était à comme un autre petit groupe, tu sais. Ouais. Puis honnêtement, tout le monde a un peu comme dismiss ça. Puis c'était juste comme relégué à comme une trame sonore de fond, puis on s'en fout. Puis moi, j'étais comme le seul qui était profondément affecté par l'idée. J'étais comme, wow, genre, j'avoue que
les paroles des 2 dernières chansons qui sont timées avec les paroles de la dernière parole et l'éclipse totale, genre. Ouais. Ça m'a ému, genre. Je comprends. Tu sais? Je comprends. C'est brillant. J'aurais pas pensé le faire. Puis quand je l'ai dit aux gens, ils m'ont pas insulté, évidemment, mais c'était un peu comme, tu sais, genre, whatever, là, Dark Pink Floyd, le gros, là. Ouais. J'étais comme, tu vois, on dirait que j'aurais voulu être entouré de plus de gens à ce moment-là qui étaient comme, ouais, c'est vrai que c'est beau, hein, sache. Puis ça, j'en veux plus de ça. Je comprends. Tu vois, ça me rappelle quand la première fois que je suis allé à New York, quand j'étais ado. Moi, je suis toujours un très gros fan de Genesis. Puis là, c'était timé avec l'intro de The Lamb Lies On Broadway pour que la tune kick quand j'arrive sur Broadway. Puis ce moment-là, c'est un moment magique de ma vie. Puis je comprends que c'est plus le truc que je fais aujourd'hui parce que mon rapport avec la musique a vraiment beaucoup changé depuis que c'est mon métier. Mais je comprends que les gens cherchent à faire ces liens-là puis cherchent à vivre ce genre d'expérience-là parce que c'est facile d'oublier. Quand tu fais de la musique, je trouve que c'est facile d'oublier ce qu'est la musique pour les gens qui n'en font pas. Se rappeler ce que c'était la musique pour toi avant que tu comprennes puis que tu te mettes à décortiquer ce que c'était. Puis faut essayer de se rappeler ça, tu sais. J'ai une fois où on tournait le clip de Tune 9 là, dans mon projet, puis il y a des scènes où je joue de la guitare, puis il y a comme des images projetées, fait qu'on faisait ça dans un hangar d'un gars dans lequel il entrepose des motos, ses motos, puis les motos de ses amis, des trucs comme ça. Puis là, c'était long, j'attendais, puis j'avais à 12 cordes. Puis là, je sais même pas pourquoi, parce que c'est même pas à 12 cordes, mais j'ai juste joué l'intro de Stairway to Heaven juste pour me niaiser, mettons. Je comprends. Puis le gars, il m'a regardé, puis il était complètement ébahi. Il dit, t'es capable de jouer ça? Puis je suis là, mais ouais. Puis il dit, tu peux-tu la rejouer? Je vais te filmer pour mes chums. Puis là, je l'ai joué, il m'a filmé. Puis il m'a dit, merci man, t'as fait ma semaine. Puis là, je le voyais dans ses yeux que c'est comme si j'avais la formule magique de son bonheur. C'est comme si... C'est tellement magique, la musique, quand tu la reçois juste comme fan, comme spectateur, que c'est important de se rappeler ça pour les gens, que la musique, c'est magique, c'est incompréhensible pour beaucoup de gens. Puis que c'est une de ses forces à la musique, de pouvoir communiquer directement aux émotions sans passer par l'esprit. Oui, mais tu vois, moi, first of all, je trouve que t'es vraiment cool de ne pas avoir été trop cool pour le faire. Ben, tu sais, je veux dire, il faudrait être cruel. Là, pour, non, mais il y a beaucoup de gens que c'est comme, whatever. Tu sais, comme, il y a mille et une raisons qui font que les gens ne s'accordent pas de dire ce que tu viens de dire. C'est tellement vrai. Puis parlant de magie, c'est magique, la musique. Puis je sais pas, moi, en tant que créateur de musique, là, en tant que gars dans la culture, dans les arts, puis qui fait de la musique depuis toujours, je réalise qu'en vieillissant, c'est un peu plus difficile. Mais j'essaie vraiment de le garder en vie, cette affaire-là. Je feel que si je perds ça, peut-être que je perdrais même la vraie profondeur. Ouais. Je sais pas, c'est quand même connecté en quelque part, tu sais. Parce qu'à un moment donné, si tu deviens juste trop comme machinal, whatever, tu sais, moi, je feel que tu l'entends. Tu sais, on parle des fois de durée de vie d'un artiste ou d'un projet. Peut-être que c'est connecté à ça. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Mais tu sais, c'est comme si... Tu sais, la musique, c'est un art immatériel. C'est ça qui fait que c'est très, très magique. C'est que tu peux pas le voir. Tu peux pas, c'est juste l'air qui vibre autour de toi. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment... genre du domaine de l'incantation en musique qu'il n'y a pas dans le reste des arts, j'ai l'impression. Absolument. C'est pour ça que je pense que comme quand t'es jeune, ça connecte encore plus avec toi parce que quand on est plus jeune, on est comme tellement moins sollicité puis on est plus pur, tu sais. Ouais. On est comme encore en train de se composer, tu sais. Ouais. Je sais pas, man. Moi, je le vis encore très intensément, moi, la musique. Puis c'est aussi I guess que ça a été mon entrée dans le monde. Je me sers encore de la musique comme barème pour tellement de choses. Sans juger la personne profondément, parce que c'est pas une question de jugement, mais c'est une question de comprendre les gens. Ouais. Si je regarde quelqu'un, comment il s'habille, puis comment, admettons, pas comment il s'habille, mais plutôt genre la musique qu'il écoute, je peux déduire beaucoup de choses de ça. C'est très constitutif d'une personne, effectivement. Surtout les premiers amours en musique, là, ce qui vient vraiment fonder ton goût, puis ce que tu reviens, ça dit beaucoup, effectivement. Moi, je feel que
sais, c'est ça, je pense que je veux pas utiliser le mot jugement parce que j'ai pas de jugement dans mon cœur à ce niveau-là. C'est vraiment plus comme, c'est ainsi que je déchiffre le monde ou que je peux... Ouais. Mais juger au sens, j'allais dire au sens d'évaluer, mais ça peut encore sonner péjoratif, mais dans le sens de... C'est ça. Pas juger de la qualité. Non. Mais juste me former une opinion, comprendre. C'est ça, ouais. tu sais, d'expliquer. En fait, ça m'aide à expliquer le monde. Ouais. Je suis comme, OK, toi, t'écoutes ça, fait que... Et moi, comme je connais vraiment bien ça, la musique, je suis comme, toi, t'écoutes ça, fait que tu dois écouter ça, tu dois aimer ça. Ouais. Tu sais, là, je peux tisser des liens. Ouais. Puis honnêtement, c'est un peu ça qui est cool dans la musique. Quand tu connais vraiment ça, tu peux faire ça. Mm-hmm. Tu peux comme, OK, ça, si t'aimes ça, tu dois aimer ça, fait que t'as-tu écouté ça? Là, je comprends mieux comment tu t'habilles, je comprends mieux comment tu parles, je comprends plus tes choix, tu sais. C'est tout connecté, puis on dirait qu'on veut pas le dire. Mais il y a une partie de vérité là-dedans qui est énorme pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Puis dis-moi, Alex, quand tu étais ado, parce que là, tu as parlé déjà de la musique de ton père, de ta mère, te souviens-tu du premier band ou du premier artiste? Puis je parle pas de celui que tu as écouté, que tu as aimé, genre, mais plutôt comme un artiste qui t'a dit, genre, en fait, autrement dit, qui a changé ta vie. Ouais, je me rappelle d'un moment très précis de ma vie où j'avais eu en cadeau de mes parents un Discman. OK. Puis j'avais demandé à mon père, tout bonnement, qu'est-ce que je devrais écouter. Le premier disque que je devrais écouter dans mon Discman, c'est quoi? Chaud. Puis là, lui, en bon gars de Québec, fan de prog, il m'a dit, il faut vraiment que tu écoutes Selling England by the Pound de Genesis. Donc là, je l'ai pris. C'était pour aller l'écouter en m'endormant, mettons. Genre, tous les sons, l'univers que ça dépeignait, ça m'a tellement frappé que j'ai même pas écouté le reste de l'album. Juste écouté en boucle cette première chanson-là jusqu'à temps que je m'endorme. Puis ça, c'était vraiment un moment pour moi. OK, la musique, ça peut être ça aussi. Right. Puis ça, c'était juste un monde de possibilités qui s'ouvrait devant moi. Puis c'est ça, juste le spectre que cette chanson-là couvrait, ça me semblait... c'était effarant pour moi. C'était vraiment insoupçonné ce que ça pouvait être la musique jusqu'à ce moment-là. Puis est-ce que c'est une des choses qui a contribué au fait que toi, éventuellement, tu t'es dit que tu voulais en faire? Oui, assurément. OK. Assurément. Ça, c'est dur de savoir quand est-ce. Je me souviens pas d'un moment précis où je me suis dit « Ah, je veux faire ça ». Mais moi, je m'en souviens. C'est pour ça que des fois, je me demande. Non, on dirait que je ne me rappelle pas trop de quand, mais ça a été rapidement une certitude, par contre. Là. À quel âge? Je dirais dès le début de l'adolescence, 13, 14. OK. D'ailleurs, quel âge as-tu? J'ai 35. OK. Je viens d'avoir 36 hier. Ah, bonne fête en retard. Puis, OK, fait qu'on a à peu près genre... On a le même âge, je vais avoir 36 en décembre. Là. Je comprends. Mais je me rappelle pas du moment précis, mais c'était comme une certitude vraiment tôt. Là. Je me rappelle de... quand je faisais ça ado, j'étais vraiment boulimique de musique. Là, puis comme mon père avait une grosse discothèque, je prenais souvent juste une pile de disques, puis genre, je les écoutais. Ça, c'est quand même fou, plein de disques. Ça. Puis d'ailleurs, en 81 podcasts, là, je peux te dire que t'es la seule personne qui m'a dit ça. Ah ouais? Hein? Ouais. Je faisais ça vraiment beaucoup. Là. Je prenais genre 10-12 albums, puis je passais juste la journée au complet à juste écouter ça, en étant sur Internet. Je sais pas quoi, mais juste écouter tous les albums. Puis je me rappelle d'être dans le sous-sol, puis d'avoir la pile de disques, puis me dire, d'avoir la certitude que j'allais être réalisateur d'albums. Mais j'avais à l'époque aucune crise d'idée. Tu t'es dit ça à 13 ans? Peut-être j'avais 15 ans, mettons. Dans la tête, ce souvenir-là, j'ai 15 ans. Peut-être que je me trompe, là. Wow. Mais j'avais aucune espèce d'idée de ce que ça voulait dire, de ce que ça impliquait, de ce que ça... Tu sais, je veux dire, même aujourd'hui, je veux dire ce que c'est réaliser un album. Je sais, il y a 100 000 définitions qui se valent l'une l'autre, mais d'avoir cette certitude-là que c'est ça que j'allais faire, puis sans avoir aucun accès ni aucun contact avec ce que ça pouvait être, avec le recul, ça me fascine. Puis c'est comme de... C'est ça, d'avoir même à l'époque, parce que pendant longtemps, ça a été plus difficile, mettons, ma vie artistique, là, mettons, quand j'étais ado, puis début adulte jusqu'à 25, 26 ans, peut-être, là, on n'était pas... Je faisais pas des trucs qui étaient nécessairement très aimés, puis j'avais beaucoup de signes décourageants, puis de... OK. Pas nécessairement avoir d'appui, puis d'avoir des mauvaises critiques, etc. Tu sens que ça connectait pas comme tu aurais voulu, genre? Oui, mais toujours avoir la conviction qu'il y a une petite flamme en dedans qu'il faut protéger, puis que ça
ça veut dire quelque chose, tu sais. J'imagine que tes parents, qui sont donc... ton père, obviously, mélomane, est-ce que, genre, eux autres, ils étaient comme très ouverts à ce que tu voulais faire? Ou est-ce qu'il y avait une résistance à ton désir? Est-ce que je vais faire de la musique? Non, il n'y avait pas nécessairement de résistance. Mon frère aussi est musicien. OK. J'allais te demander si tu avais des siblings. OK. Tu as un frère? Grand frère, petit frère? J'ai 2 petits frères et une petite sœur. C'est moi le plus vieux de la famille. OK. Puis mon frère Cédric, juste après moi, lui aussi, il est musicien. Il est bassiste. Il joue avec plein de monde. Le Mont Tout-Seigneur, Elena Delance. Il travaille beaucoup aussi. OK. Mais j'ai jamais senti de réelle résistance de mes parents. Peut-être la molle résistance classique de « Ah, t'as-tu pensé à ça te prendrait aussi un diplôme, ouais. Mais en même temps, ça s'est jamais vraiment posé, ce problème-là, parce que j'ai pas étudié en musique. OK. Puis j'ai toujours... Je m'étais inscrit pour faire les auditions en chant au Cégep Sainte-Foy à Québec. Puis le matin des auditions, je suis juste pas allé. Pour vrai? Ouais, je suis juste pas allé. Pourquoi? Je sais pas. J'avais trop peur, j'imagine. J'avais trop peur. Je m'étais pas assez mieux préparé. Puis, c'était booké, là. C'était booké, ouais. Okay. Je suis juste pas allé. Puis après ça... J'aime ça savoir ça. Ouais, je suis pas allé. Puis après ça, je me suis dit, tu sais quoi? La musique, c'est pas juste ça qui m'intéresse dans la vie. Puis je suis peut-être mieux d'étudier autre chose. J'ai toujours eu de la facilité à l'école. J'ai toujours aimé l'école. Fait que je dis, je vais juste aller étudier autre chose, ça va nourrir ce que je vais faire en musique, mais c'est pas nécessairement étudier la musique. Fait que je suis allé étudier en littérature puis en cinéma à l'université. Puis tout le long de ma vingtaine, mettons, j'ai poursuivi en parallèle la musique puis l'université jusqu'à faire... J'ai une maîtrise en littérature. Puis j'allais possiblement aller faire mon doctorat quand il y a eu Darlene qui est sorti. Puis là, j'ai pu avoir l'opportunité à partir de là, de juste faire de la musique. Fait que c'est comme tomber... je comprends. J'allais dire dans l'oubli. Pas dans l'oubli parce que j'y pense encore des fois de tout arrêter pour retourner à l'école, mais... Ah ouais, hein? Ouais. Mais fait qu'il n'y a jamais eu de question de, mettons, là, faut que j'étudie pour un plan B qui me tente moyen parce que soit mes parents veulent ça ou parce que moi, je suis insécure par rapport à la carrière musicale. J'allais à l'école le plus longtemps possible parce que j'aimais vraiment ça, tu sais. Fait que... Je comprends. T'es quelqu'un de curieux, obviously. Ouais. Ouais, je comprends. Parce que, tu sais, ça change beaucoup de choses quand, justement, encore une fois, quand je m'entretiens avec des gens que leurs parents ont eu de la résistance, ça a impacté le trajet, tu sais, ça a impacté l'histoire. C'est sûr. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est très révélateur. Ouais. La seule résistance qu'il y a eu, je me souviens d'un moment où mon père était vraiment fâché parce que je ne me rappelle plus exactement ce qu'on avait fait, mais je pense que moi et mon frère, Cédric, qui est un an et demi plus jeune que moi, là, je pense qu'on avait fait du speed ou une connerie d'ado, mettons, tu sais. Ouais, je comprends. Puis là, il m'avait dit, genre, si la musique, c'est juste une sorte de dope et de boisson, on va arrêter ça tout de suite. Full. Puis là, j'étais là, j'ai juste 16 ans, tu sais. C'est juste ça. C'est juste l'âge, c'est pas la musique. C'est ça, c'est juste pour secondaire, tu sais. Ouais. Ben, je te file. Moi, genre, mon père m'avait dit la même chose, man. Do you have a dream or are you a dreamer? J'étais comme, chill, dad. C'est bien formulé, pareil. Ouais. Mais comme j'avais ton âge aussi, là, j'étais un peu comme... OK, man. Ouais, c'est ça. Yo. Donne-moi un break, là. Ouais, c'est ça. Je sais plus, là. Je suis un petit peu stressé. But c'est vrai que c'est bien dit. Moi, ça m'a toujours marqué. Genre, do you have a dream? Are you a dreamer or do you have a dream? Puis ça m'a toujours un peu mis de l'avant. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, puis je jammais avec du monde, puis... Moi, tu sais, je fais encore de la drogue pour le fun, là, tu sais. Ouais. Genre, I'm that person, mais genre... Moi aussi. Le truc, c'est que, genre, je me dis, tu sais, il y a des affaires qui sont très sérieuses pour moi. Fait que, tu sais, quand le podcasting et la musique, genre... c'est pour ça, tu sais, j'ai remarqué quand on jouait puis on était torché ou qu'on était un petit peu trop sur la boisson, j'étais comme, tu sais, guys, c'est le fun, mais c'est pas le fun. C'est pas le fun. Tu sais? À un moment donné, il faut que ça soit sérieux. Là. Ouais, puis c'est ça. Ouais. Effectivement. Je suis plutôt de cette école-là. Genre, avant, on a eu une époque, justement, toute la période d'Arlène où on se torchait vraiment beaucoup, mettons. Puis il y a plein de shows qui étaient vraiment moyens à cause de ça. Tu sais. Pardon. Non, vas-y. J'ai vu une photo de toi. Je pense que c'était comme une photo que vous avez prise tous ensemble à la fin ou durant l'enregistrement de Darlene, je me souviens pas. Puis genre, j'étais comme, mon Dieu, on dirait genre un bébé. J'étais comme, ça fait-tu genre 15 ans? C'est la photo avec genre j'ai un t-shirt rouge et des shorts, là? Oui. Ouais. J'étais comme, wow. Mais genre,
Ça fait juste 6 ans. C'est fou! Ouais. C'est fou! C'est ce que ça te fait, la route. Ouais, c'est ça que ça fait. Mais ces années-là, la première année surtout là, de Darlene, c'était une année qui devait vieillir tous beaucoup. Mais c'est comme après ça, le buzz c'est ça, de consommer avant un show, Ouais. vraiment il est parti. Là. C'était plus un truc de... Ça arrive encore à l'occasion. Mettons, là, c'est un show on est rendu au... J'ai la chance de jouer dans des bandes qui jouent beaucoup, là, souvent. Fait que, tu sais, qu'on est rendu au 80e show, puis c'est un festival, peut-être qu'on va prendre un peu de moche avant, mettons, juste pour changer de mal de place. C'est hilarant, même, d'imaginer aller sur la scène sur le moche. Mais tu sais, idéalement, ces affaires-là, quand ça se passe, j'essaie tout le temps de prendre juste un peu avant pour que le début... Ce qui est important pour moi, surtout, c'est d'avoir que le début soit solide puis que tu puisses avoir tes assises solides. Complètement. Puis après ça, mettons, si ça se met à embarquer un peu vers la fin, là, au pire, c'est plus grave parce que tu as quand même la confiance de... Ouais, puis là, t'es bien, en fait. T'es comme de bonne humeur, là. C'est ça. Ça arrive vraiment pas souvent, mais... Ouais. Sinon, quand les premières tunes, ça va pas comme tu veux, ma confiance descend beaucoup, tu sais, puis ça... Je te file. C'est pas agréable. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai fait un show qui était packed, c'était en revenant, c'était au cabaret au cabaret du festif. Ouais. Je pense que je me trompe, le cabaret. Les cabarets, c'est comme le concours du festif, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, man, mes doigts, genre, ils ont comme disparu. Genre, je les sentais plus. Puis j'étais comme, une chance, je suis pas gelé, man. Je suis comme, fuck. Ouais. Une chose que c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est que, genre, je crois que les gens te posent beaucoup de questions sur ton rôle de réalisateur. Ouais. Puis j'en ai entendu beaucoup. Puis je pense que c'est un sujet qui est très vaste. Mais j'ai plus envie de parler de toi et de Anatole. Ouais, fait que, genre, cette omission-là sera, genre, volontaire pour ceux qui écoutent. Ben correct. On parlait d'authenticité. On parle d'intention. Ouais. Puis, où est-ce qu'il est ce nom-là? Dans le fond, quand on pense à tes influences, puis ce que ça veut dire pour toi, tu as déjà mentionné Sylvain Lelièvre. Ouais. C'est quoi pour toi exactement? Qu'est-ce qu'il représente, ce gars-là? Tu vois, Sylvain, je suis devenu fan vraiment, vraiment beaucoup fan dans les dernières années. Mm-hmm. Puis il a toujours été un peu présent dans mon subconscient à cause du fait qu'il est né et qu'il a grandi à Limoilou. L'appart où il a grandi, il est marqué avec une plaque de la ville. Puis au cégep Limoilou, j'allais, il y a la salle Sylvain Lelièvre. Puis ça a toujours été... Une figure, là. Ouais, il y a le parc Sylvain Lelièvre à côté d'où j'habite. Fait que c'est un parc qui est d'ailleurs pas à la hauteur de ce que Sylvain devrait avoir. C'est un parc un peu... OK, mais ça, on pourrait changer ça, là. Ah, tu vois, c'est une parenthèse, là, mais il y a un autre parc à Québec qui est le parc... c'est quoi le nom de... J'ai un blanc, j'allais dire Dalida, mais c'est pas elle pantoute, là. Ça serait fou. Non, c'est pas Dalida. La chanteuse qui chante au Capitole a eu des problèmes de santé mentale. Elle a été lobotomisée. Oui, je sais de qui tu parles. Mon Dieu. C'est tellement un blanc, c'est vraiment niaiseux. Ouais. Une grande chanteuse de la grande variété québécoise. Alice Robbie. There you go. Voilà. Il y a le parc Alice Robbie, mais c'est un parc, c'est un parc triste. Triste, mais minuscule. Des fois, avoir des... C'est comme nommer des choses pour nommer des choses, puis pour comme se dédouaner de l'hommage. Mais absolument. Peu importe notre dossier, mais... Mais oui, dans le fond, parce que la représentation, c'est important. Ouais. Puis, veux pas, toi, tu viens de Limoilou. Ouais. Fait que là, il y a Sylvain Lelièvre. J'imagine, comme tu dis, que puisque c'était plus tard, mais tu as quand même connecté des points toute ta vie, toute ta jeunesse. Ouais. Ouais. Il y a comme toujours des présents dans l'esprit du quartier, j'imagine. Là. Mm-hmm. Puis après ça, c'est de voir à quel point, malgré la richesse de son répertoire, il était encore assez méconnu par le public parce qu'il n'y a pas nécessairement le lustre d'un Rivard ou d'un genre de Fiori, comme ça. Il n'y a comme pas atteint ce statut-là dans la conscience populaire. Puis pourtant, pour moi, son répertoire est même, je dirais, supérieur à celui de Fiori, puis compétitionne avec celui de Rivard à mon goût à moi. Puis chaud. C'est comme de... Je me suis juste dit que ça allait être une de mes missions dans le cycle du dernier album d'Anatole, d'en parler le plus possible de Sylvain Lelièvre, puis d'essayer de
t'as modelé un peu ta pochette d'album, si je me trompe pas avec ça. Oui, exact. Ça, c'est une idée de Marianne Boucher là, qui a fait la pochette là, d'avoir le triangle rouge comme sur la compilation des meilleurs succès de Sylvain. Là. Je me suis posé beaucoup de questions, moi, quand j'ai vu ta pochette, quand elle est sortie au début. J'étais comme... Un autre sujet à propos de la musique qui me gosse, là, parce que genre, j'ai eu un problème avec tes titres de chansons. Parce que, je t'explique. Puis ça, genre, c'est certainement pas une attaque, c'est juste parce que je me pose la question. Ouais. Quand je vois des artistes que j'admire, que j'ai confiance en eux, j'ai confiance en leur intention, j'ai comme un bon sentiment, tu sais. Puis là, ben, chanson 1 jusqu'à 9, jusqu'à 10, 12, peu importe, je me souviens, je crois que c'est 12 chansons. Il y en a 9. C'est de 1 à 10, mais il manque la 4. Voilà. Puis je me suis dit, est-ce que c'est parce que Alex, il est comme trop cool, genre? Est-ce que c'est parce qu'il s'en crisse? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de dire des vrais titres de chansons? Est-ce que c'est parce qu'il s'en fout? Parce que moi, genre, je veux m'investir dans ces chansons-là. Ouais, ça je comprends. Le gars, il met pas de titre. Mais tu vois, c'est pas pantoute parce que je m'en fous, au contraire. Ça, c'était vraiment une décision préméditée puis mûrement réfléchie, là, parce que j'essayais de... Quand je fais un disque pour moi, c'est ça aussi quand je fais des disques avec les autres, mais j'ai plus de latitude et de contrôle quand c'est mes affaires, bien entendu. J'essaie d'avoir un concept puis de déployer ce concept-là dans tous les penchants de l'œuvre, c'est-à-dire autant la promo, les photos, le communiqué, les tunes, le show. Tu sais, essayer de vraiment étendre ce concept-là puis de l'incarner le plus possible. Puis, le dernier album, c'était comme une espèce de déconstruction de ce qu'Anatole avait été avant, d'une certaine manière. Là, j'essayais de... Pour moi, c'est un album qui est autant construit puis autant, en guillemets, fake que les autres, là, autant dans la représentation, mais dans une représentation d'une posture d'authenticité, là, dans le sens que l'album n'est pas nécessairement... Je dirais pas que c'est authentique pour vrai, parce que ce que je dis sur l'album, il n'y a pas grand-chose de vrai puis de confessionnel pour vrai, mais j'essaie de donner l'impression que ce que je disais, c'était vrai puis que j'étais plus proche des gens. Puis, les décisions qui ont orienté ça, il y avait de chanter plus bas, plus proche de mon registre parlé, d'avoir beaucoup de 12 cordes, parce que la 12 cordes acoustique, pour moi, ça reste un symbole de l'authenticité musicale québécoise. Okay. Puis j'essayais de dire, mettons, de réduire le masque à sa plus fine expression, d'être le moins en représentation possible, de construire cette espèce de non-représentation-là. Ouais. Puis je me suis dit... dans ce cas-là, les chansons ne devraient pas être en représentation d'elles-mêmes non plus. Puis le fait d'avoir un titre, le titre annonce quelque chose. C'est comme si, mettons, tu lis le titre avant d'écouter la chanson, mais tu peux te faire une idée avant, ou tu peux dire, le titre il contraste avec la musique. Mais là, si c'est juste, il n'y a pas de titre, mais il n'y a que la chanson qui parle d'elle-même, puis pas ce qu'elle tu comprends? C'est de faire confiance à l'auditeur. Ouais. Et de ne pas influencer ce qu'il pourrait en retirer. Exact. OK. Exact. Là, mais je suis tellement heureux d'avoir pu te poser cette question en personne, Alex. Tu vois, ça l'a fait chier tout le monde. Tout le monde, toutes les entrevues avec qui je passe. Mais en même temps, j'ai toujours un petit côté... j'aime provoquer pour provoquer des fois. Fait que le fait que ça ait fait chier le monde, ça me fait un peu plaisir. Tu sais. Tu sais, en fait, moi, j'aime s'il y avait une raison. Ouais. S'il y avait une raison... tu sais, des fois, j'ai déjà parlé avec du monde comme moi, je m'en fous. Ouais. Ça me fait chier. Je m'en fous. Comme je t'avais dit tantôt, si tu t'en fous, moi avec, je m'en fous. Ouais. Non, moi, je me fous de rien. J'essaie de... Cool. Tous les détails sont pensés, sont importants pour moi. Je sais qu'on se connaît pas, mais c'est vraiment l'impression que j'ai de toi. Tu sais, quand je regarde ta démarche, je suis toujours comme, man, ce gars-là, il a tellement de l'air, genre... authentique. Je sais que c'est un gros mot là, qu'on répète souvent, blablabla, mais genre, je veux pas non plus le rendre quétaine, je le crois. Mais tu vois, des fois, j'ai un problème avec le mot authenticité parce que c'est très, très galvaudé, dans le sens où des fois, c'est comme vu comme un gage de qualité, ou c'est comme employé pour décrire un certain style de musique aussi, l'authenticité. Oui, puis, absolument, t'as raison. Puis ça, je suis pas d'accord avec ces choses-là, mais comme tu dis, tantôt, tu parlais d'intention, puis pour moi, c'est ça qui... Ça, je suis d'accord avec ça, le fait de, mettons, avoir une intention, d'être fidèle à son intention, puis de porter son intention jusqu'à son aboutissement. Ouais. Ça, c'est très important pour moi, puis d'une certaine manière, je pense que tu as raison de dire que ça, c'est
ça pourrait être perçu comme de l'authenticité. Dans le sens que je sais pas de répondre à rien, même si, j'allais dire, je sais pas de répondre aux attentes, ça c'est un peu faux, là, parce que bien entendu, plus que tu crées, plus que tu entretiens une relation avec les gens qui écoutent la musique puis avec la réception Par défaut, il y a une attente qui se crée. Mais de ne jamais essayer de combler ces attentes-là. Jamais essayer de combler les attentes. Être conscient des attentes parce que ça fait partie du processus d'échange culturel. Ouais. Mais y a-t-il moyen de déjouer les attentes? Y a-t-il moyen de frustrer les attentes? Puis si mon intention, c'est de frustrer vos attentes, ben, vous serez frustré, tu sais. Ça, c'est correct. Puis peut-être que ça va faire que vous allez plus aimer ça plus tard. C'est pas d'essayer de chercher l'approbation immédiate en dénaturant l'intention si l'intention va contre les attentes présumées d'un certain public. Alex, man, tu t'exprimes super bien, puis je trouve ça vraiment cool comme conversation, man. Quand est-ce que tu te pars un podcast? Quand est-ce que tu reviens plus souvent, puis on peut débattre de ces affaires-là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on peut faire ça. Mais tu vois, je sais pas, je me partirais pas de podcast, je pense. J'ai pas... Moi, je pense qu'une voix comme la tienne serait tellement bienvenue. C'est que j'ai... là, c'est drôle parce qu'on est dans un podcast, mais j'ai comme un... Je suis pas fan de podcast tant que ça. De les écouter, tu veux dire, ou genre le concept? Ah non, le concept même de podcast, non, le concept d'une radio libre, d'un médium audio qui permet d'avoir des discussions approfondies puis qui sont pas coupées par mettons, des nécessités de garder un audio, soit des publicitaires ou encore d'avoir à, mettons, garder l'attention d'un public, mettons, parce qu'ils sont dans le char ou sont à la job, je sais pas quoi, puis ils peuvent zapper, là, juste avoir un truc qui est posé puis qui est une conversation, puis ça, le concept, j'adore. Mais pour moi, c'est très vide. Je dis ça, je parle un peu à travers mon chapeau parce que justement, de par mon aversion, je suis pas le plus grand fan, mais souvent j'ai l'impression que ça remplit plus. Ça a plus un rôle de bruit de fond réconfortant pour les gens qui en consomment qu'autre chose. Puis ça, je suis pas d'accord avec ça nécessairement. Tu sais. On pourrait dire la même chose d'un album, donc. Tout à fait. Tu sais, je pense que comme... Tout à fait. Puis tu sais, là, c'est pas pour... mais je suis d'accord avec ce que tu dis à 100%. Mais c'est pas le... C'est pas le médium en tant que tel. Puis bien entendu, il y a des podcasts que j'ai aimés. Je sais pas dire, je serais mal de te dire que c'est pas vrai. Puis je pense que c'est effectivement un médium qui est c'est comme si la promesse du podcast n'est pas encore remplie, mettons, pour moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ben, tu vois, c'est humblement, moi, j'essaie de contribuer à ce que tu dis. Tu sais, décomplexé, là, tu sais, genre, on n'est pas à la radio, on peut prendre notre temps, tu sais. Ouais. Mais genre, encore une fois, tu sais, c'est pas personnel à personne en particulier, mais genre, je trouve que le podcasting au Québec, c'est souvent, c'est nono. Tu sais? Ouais, je connais pas, comme tu te dis, je suis pas le plus grand fan, fait que je peux pas me prononcer sur le fait si c'est nono ou pas nono, mais c'est plus de... C'est même pas tant une critique du contenu des podcasts, plus que du rôle que le podcast joue dans la vie des gens, mettons. Je comprends. C'est comme si les gens disent... Des fois, j'ai l'impression que c'est je m'informe, j'écoute des podcasts, mais genre, tu les écoutes pas tant... Ouais, je comprends. Il y a une présomption que ça peut être ça, en effet. Puis, je veux dire, c'est un médium assurément très, très puissant, mais qui, je sais pas, on dirait que c'est peut-être aussi parce que là, il y a un boom énorme de podcasts, puis que, je sais pas, à un moment donné, l'offre va se resserrer, puis ça va être plus... Je sais pas trop. Moi, je dis simplement, par contre, vraiment, très sincèrement, que je trouve que t'es tellement éloquent, puis des fois, genre, je sais que c'est comme, tu sais... C'est pas ta responsabilité de faire quoi que ce soit dans la vie, tu sais, mais genre, en même temps, des fois, je trouve qu'il y a comme du monde qui devrait prendre plus de place ou prendre parole qui ne le font pas. Puis souvent, c'est que ces gens-là sont très réfléchis, sont très, genre, tu sais, ils cogitent beaucoup, sont comme, mais pourquoi moi je ferais ça, tu sais, alors que, genre, c'est souvent ceux qui veulent parler le plus fort qui prennent place. Je comprends. Tu sais. Je vais parler à mes amis au studio SF. Puis, There you go. Alors, je vais lire j'ai transcrit, genre, un truc que tu avais mis dans une reel. Ouais. Qui fait que je t'ai contacté après. Puis là, j'ai de la misère à lire mon écriture, ça va très bien. Exploiter la motivation derrière le projet Anatole, ça a toujours été d'explorer la scène en tant que médium, d'en découvrir les potentialités qui ne sont pas exploitées par les spectacles de musique normalement. C'est une quête qui dure depuis presque 10 ans. Mm-hmm. Big sentence. Puis je voulais en savoir plus là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Est-ce que
c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment ça qui est comme la motivation à la base de ce projet-là. Ben, c'est comme la deuxième motivation, parce que si tu veux, la première, c'était vraiment juste de. Parce qu'à l'époque, j'avais un band qui s'appelait Mauve. Ouais. Puis, un band, c'est tout le temps un processus démocratique très compliqué. Mm-hmm. Puis parfois, c'est ça qui fait qu'un band, ça devient une unité vraiment, vraiment forte. Là, puis ça peut. Il y a des choses que tu peux faire avec un band que tu peux pas faire quand tu es tout seul, mais j'avais envie de pouvoir faire un truc sans avoir demandé de permission à quiconque, mettons, puis de pouvoir juste suivre ce que j'avais envie de faire. Alex, est-ce que tu veux juste ramener le micro un je m'excuse. Non, je t'en prie. Juste... C'est ça, suivre ce que j'ai envie de faire pour le meilleur et pour le pire. Mais après ça, quand est venu le temps de faire des spectacles, j'étais très tanné des spectacles de musique keb qu'on voyait à l'époque. Là, ça devait être autour de 2015. Là. J'avais l'impression que c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps... c'est le monde en jeans t-shirt, on joue nos tunes. C'est comme si on était encore en réaction à la culture des chanteuses à voix des années 90, mettons. Puis on voulait, ça, c'est des spectacles mis en scène, puis tout. Puis on était là, ça, c'est ringard, ça. Puis c'est comme si pour avoir aussi une certaine crédibilité, on voyait de moins en moins de chanteurs-chanteuses qui ne jouaient pas d'instruments. C'est comme si il fallait à tout prix faire démonstration qu'on était aussi musicien pour avoir une crédibilité. Ouais. Fait qu'il y avait ça un peu de dire, OK, ben moi, je vais juste chanter, je vais rien jouer. Mm-hmm. C'est pas vrai, je jouais un peu de git, mais en même temps, 90% du show, au début, je jouais rien pendant tout. Quand même. Puis de dire après ça, OK, mais si je joue rien, qu'est-ce que je fais? Mm-hmm. Puis de voir que dans le fond, de réaliser que la scène, c'est un médium en soi, dans le sens que c'est une forme d'expression artistique. Mm-hmm. En soi, puis c'est un monde de possibilités. Puis souvent, en musique populaire, on se contente du récital. C'est-à-dire, moi, je suis là, je joue mes chansons, puis c'est tout. T'sais. Puis ce qui est... Je le disais aussi à l'époque, là, je veux pas sonner méprisant pour les gens dont qui c'est l'avenue, parce que c'est une des avenues tout à fait légitimes que la scène offre. Là. Parenthèse, on fait des choses en réponse à. Ouais. Tout naturellement. Oui, tout à fait. C'est pas une critique, c'est juste... Non, c'est juste que c'est ça. Puis après ça, essayer de dire, OK, mais là, qu'est-ce qui est très fort en musique keb en ce moment, c'est justement le début d'espèce de culte de l'authenticité, là, puis de donner l'impression que je porte la même chose sur scène que je portais avant de monter sur scène. Ouais. Puis je parle comme si j'étais le bon voisin à côté, de donner l'impression que je suis accessible, etc. Ouais. Là, tu sais quoi, moi, je vais être le plus inaccessible possible. On va être évidemment habillé pour la scène. Je veux que si on me croise, mettons, dans la rue, après, on puisse ne pas me reconnaître. Il y a vraiment une distance puis une artificialité voulue derrière la proposition scénique. Puis ça, c'était comme le début de ça. Puis ça, c'est de se rendre compte que c'est comme dans toute... dans tout art, il y a des mouvements, puis il y a du monde qui starte des choses, puis il y a du monde qui suivent, puis c'est comme de voir après ça que c'est... J'essayais de montrer... Il y a plus, les avenues que tu peux emprunter sont infinies sur une scène. Sont infinies. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Pourquoi te borner à faire ça? T'sais, pourquoi ne pas prendre le temps de réfléchir à ce qu'est un spectacle, ce que veut dire un spectacle, ce que tu peux écrire scéniquement avec les corps puis avec la musique que tu vas jouer, puis essayer de développer cet art-là qui est l'art du spectacle musical populaire. T'sais. C'est de la prise de position, ça. Puis veut pas, c'est que tu y as mis une réflexion. Toi, tu as observé un phénomène, puis tu t'es dit, je veux pas faire ça. Ça m'interpelle pas, moi. Ouais. Mais tu sais, à l'époque, c'était même pas tant une affaire de ça m'interpelle pas, moi, plus que de, mettons, je sentais un devoir de faire ça. Là. Des fois, pour moi, la notion de devoir est quand même importante dans ma vie. Là. Des fois, c'est un peu disproportionné, mais... Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme de montrer que ça, c'était possible là, d'être décadent, puis de tirer des affaires partout, puis que ça explose, tu sais. Puis, ouais, vas-y. Non, je t'en prie.
Termine ta pensée. Non, je pense que j'avais fini. J'étais quand même curieux, tu sais, de pourquoi mettre fin à quelque chose. Là, tu sais, je te parle, fait que je comprends que encore c'est une question d'intention et tout ça. C'est quelle était l'intention derrière le fait de dire, d'annoncer la fin de quelque chose? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Ben là, c'est passé, fait que je peux le dire. C'était tellement pas une décision préméditée. OK. On jouait à Sherbrooke. C'est comme un spectacle qu'on faisait avant les 2 derniers de Montréal et Québec, là, qui servait genre pour tester certaines idées de prise de son puis d'arrangement. Puis on soupait avant, puis j'ai comme réalisé que dans le fond, c'était je sais pas pourquoi, j'ai juste réalisé que c'était fini. Mm-hmm. Puis là, je l'ai dit au band, genre dans le fond, c'est comme nos derniers shows. Puis le monde dit OK. Puis genre 2 jours après, j'en ai pas parlé au label. Ça, je m'en excuse encore. Je m'en excuse vraiment, Eric, Audrey, puis Fred, je m'en excuse. J'ai averti personne. J'ai pas dit, puis j'ai juste fait l'annonce que c'était fini. Ah, OK, je comprends. Impulsion, là. Impulsion. Honnêtement, une des intentions derrière ça, c'était de vendre plus de billets. Je comprends. Je me cacherai pas que ça se voulait un peu un stunt médiatique, mais après ça, en le faisant, je me suis rendu compte que c'était vrai aussi. C'était vraiment fini pour vrai, puis c'était pas juste pour vendre des billets. Tu sais, c'est comme si, de toute façon, c'était la fin du cycle de l'album Alexandre Martel. Ouais. Il n'y avait pas d'autres spectacles qui s'en venaient. Fait que je me disais, je vais dire c'est fini, au pire, je reviens. Tu sais. Oui, absolument. Mais j'ai comme réalisé que c'était vraiment fini, puis c'était pour moi une manière d'être encore... Anatole, c'est comme un projet qui est très performatif, là. Puis ça, c'était comme une manière de... J'aurais pu juste pas le dire, arrêter, puis juste jamais l'annoncer, puis faire de disques, puis que les gens comprennent que c'est fini. Certainement. Mais je me disais, non, le truc le plus justement fidèle au projet, ce serait de mettre en scène cette propre fin-là, mm-hmm. de le dire, puis de marquer... C'est comme si j'ai l'impression que Anatole, parce que pour la scène de Québec, c'est un des projets au tournant de ces années-là, au milieu des années 2010, qui a comme ouvert certaines choses pour la scène, là, de montrer justement qu'on pouvait faire quelque chose qui n'était pas comme à Montréal, puis qui pouvait avoir un humble rayonnement, puis que ça pouvait, mettons, ça a un peu brassé les cartes de la scène. Puis là, mm-hmm. il y avait plein d'affaires à l'époque. Il y avait Gap Pocket qui partait qui commençait à être plus sérieux en même temps. Puis il y avait comme une espèce de scène de Québec là, qui disait quelque chose. Puis là, la scène de Québec a vraiment changé. T'sais, la scène de Québec, c'est plus nous, les trentenaires, c'est les vingtenaires derrière nous. C'est eux qui font... Ouais. Louis Adriane, Valence, Ariane, il y en a plein, je pourrais en nommer. La scène est vraiment foisonnante à Québec, mais c'est de dire, mettons, c'est comme une espèce de passation du flambeau. Anatole, c'est fini parce que cette scène de Québec-là, début des années 2010, est morte. Mm-hmm. C'est plus ça qui est important. C'est maintenant à vous. Prenez, je me tasse du chemin. Allez-y, allez plus loin que nous, on n'a plus jamais allé. Honnêtement, Alex, t'es vraiment, vraiment cool. Moi, j'adore discuter avec toi, man. J'avais vraiment le sentiment que ça allait être comme ça, man. L'intention que tu mets derrière les choses, man, la réflexion que tu y mets, là, ça me fait vraiment du bien parce que moi, on dit que j'aime ça. Je suis une personne tellement passionnée, puis ça me fait de la peine des fois quand je sens qu'il y a comme pas cet amour-là qui est derrière. Fait que je trouve ça super cool. C'est important. Pour moi, c'est important. C'est important, man. De toute façon, c'est ce qui compose ta vie. Tu vas mourir demain. So why not do something meaningful? Exact. Tu sais? Avant de terminer notre entrevue, je vais quand même plugger mon sponsor. Mm-hmm. Dans le fond, où est-ce que je suis? Je suis juste ici. Est-ce que tu aimes les épices, toi, Alex? Oui. Est-ce que tu connais la marque Épices de Cru? Je connais pas Épices de Cru. Épices de Cru, dans le fond, c'est une entreprise de Montréal. Ça fait 20 ans qu'ils existent. C'est un couple, Philippe et Ethné. Puis ils ont ouvert un commerce au marché Jean Talon. Je pense que je connais des gens qui ont travaillé. OK, ça se peut. Chez Épices de Cru. Tiens, dans le fond, je vais te l'ouvrir. Oui, s'il te plaît. J'ai pas d'ongles. Moi, j'ai appris à faire comme eux autres en magasin. Là. Attends, avec 2 pots? Oui! Check ça. Attends une seconde. J'aurais mieux préparé ça, je pense. Check bien ça. Aïe! Pro pareil. Ouais, moi, dans le fond, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'ils sont au marché Jean Talon. Puis
J'avais un coloc à l'époque, John, shout out to John, by the way, qui était avec des pots d'épices à la maison, genre. Puis j'avais 25 ans, genre. J'avoue qu'à 25 ans, j'étais peut-être pas au top de mon alimentation, genre, dans la vie. OK. Puis lui arrive avec ça, man, avec son pilon mortier chez nous, puis il m'apprend toutes sortes d'affaires sur les épices. Puis j'ai commencé à aller là, man, ça fait 15 ans que je vais là, genre. Puis je leur ai écrit un courriel il y a pas longtemps, man, puis ils ont actually accepté de commenter mon podcast. Fait que ils vendent des épices entières puis des mélanges d'épices. Puis je sais que les gens, des fois, encore une fois, dans cette question de hiérarchiser les choses, genre, des gens, ils trouvent ça quétaine, des fois, les épices, genre. Quétaine? Ouais. Des fois, ça fait rigoler les gens, genre, quand je parle d'épices. Parce que moi, j'aime ça. Quand les gens viennent chez nous, je leur fais à manger avec des épices, là, tu sais. Je veux dire, comment tu peux avoir... Je comprends pas comment tu peux avoir un jugement de désapprobation pour les épices. Je veux dire, pourtant, je compte l'huile. Exactement. J'aime pas le goût. Ça, c'est une question d'acclimatation puis d'exposition, là, plus que t'es... Ben, écoute, c'est comme approfondir la biographie, la discographie d'un artiste, là, les épices. C'est comme apprendre un courant créatif des années 60, là, tu sais. Je comprends. Fait que c'est ça. Eux autres, dans le fond, ils ont un commerce au marché Jean Talon, puis sinon, ils vendent de leurs épices sur épicesdecru.com. Puis j'ai même un code promo, guys. C'est... Le code promo pour un rabais, c'est Spice Up Your Life. Pas peu fier de mon code promo. Alors, je veux quand même dire un gros merci à Épices de Cru de croire en moi, man, parce que je suis un petit podcast montréalais qui aime avoir des conversations émotives autour de la culture. C'est pas un sujet très populaire pour les commanditaires souvent. Donc, un gros merci à vous autres. Je pense que j'ai bien fait ça. Right? C'est très vendeur. Très vendeur. Alex, veux pas, tu fais tellement de choses. Fait que c'est sûr que moi, genre, je veux savoir c'est quoi. Genre, je veux en savoir plus sur tes goûts musicaux. Ouais. T'écoutes quoi, man? Qu'est-ce qui t'allume? Il pourrait même avoir une présomption que t'écoutes juste de la musique francophone Kebs. Puis je me dis, there's no way, genre, je suis sûr que t'écoutes tellement d'affaires. Non, mais tu vois, j'essaie de me tenir à jour puis d'écouter vraiment tout ce qui sort au Québec. Là. Ben, tu sais, je dis tout ce qui sort. Il y a des choses que je sais que pertinemment que j'aimerais pas puis que je pourrais pas en tirer quelque chose qui pourrait me servir personnellement à moi. Fait que des fois, je fais des exceptions, mais j'essaie de vraiment tout écouter ce qui se fait au Québec, là, juste pour me garder à jour puis voir où le train s'en va. Ouais. Mais sinon, pour mon propre plaisir, je pense que 95% du temps que je prends pour écouter de la musique pour mon propre plaisir, j'écoute Bob Dylan. Ah ouais? Ouais. Depuis 2 ou 3 ans, je suis vraiment obsessif. Ah ouais? Obsessif, ouais. OK, ben, s'il te plaît, parle-moi genre de ta connexion, man. Parle-moi de ce qui te fait triper là-dessus, là. Ce qui me fait triper chez Bob... Tu sais quoi, je te le dirais d'une façon genre, je veux que tu me fasses triper. Mais... C'est que c'est pour moi, Dylan, c'est tout. C'est bien entendu, bien entendu ses textes. Là. Puis autant c'est les grands albums du passé qui sont devenus classiques que ces albums contemporains. Là. Moi, je suis de ceux qui... C'est drôle parce qu'on m'a posé la question tantôt en m'en venant, mais dans mon top 3 des albums de Bob Dylan, il y aurait Rough and Rowdy Ways, qui est son dernier album, qui est sorti en 2021, je pense. Wow, toi, tu vas dire ça direct, là. Dans les 3 meilleurs. Puis je pense que dans ces 5 meilleurs, mettons, il y aurait sûrement soit Love and Theft, qui date de 2001, ou Tempest, qui date de 2013, je pense. Wow. Mais je trouve vraiment que ce qui me fascine chez lui, c'est à quel point c'est un exemple de longévité. Bien sûr qu'il y a eu des passes plus creuses, mais je trouve qu'il est présentement à un sommet qu'il a peut-être jamais atteint, ou en tout cas, il réatteint les sommets de sa carrière passée, puis ce n'est pas en essayant de répliquer ce qu'il faisait par le passé, puis c'est pas non plus en essayant de sonner jeune. Au contraire, je trouve que Dylan, surtout sur Rough and Rowdy Ways, il parle beaucoup de ce que c'est d'être vieux, puis qu'est-ce que c'est de voir la fin approcher, puis il sonne vieux. Puis ça, pour moi, c'est extrêmement inspirant. Dans la philosophie du comeback d'Anatole, j'ai le grand rêve de pouvoir faire un album à 79 ans, puis que les gens disent, tu sais quoi, c'est ton meilleur. C'est ton meilleur, tu sais. Ça, je trouve ça très, très, très inspirant. Parce que
j'aime beaucoup chez lui, puis c'est encore aujourd'hui, je sais pas, c'est comme le cliché de soit Dylan chante mal ou Dylan, il n'y a plus de voix aujourd'hui, etc. Moi, je suis vraiment, vraiment pas en accord avec ça. Puis je trouve que Dylan, c'est un des plus grands interprètes qu'il a jamais eu, un des meilleurs chanteurs qu'il a jamais eu de par son... C'est comme si les gens qui n'aiment pas sa voix, ils n'aiment pas son timbre, mettons. Mm-hmm. Ça, je peux comprendre, mais son phrasé, son sens du rythme, la façon dont il interprète le texte, il n'y a pas grand monde qui peut s'approcher de Dylan. Je dirais peut-être Sinatra, mais sinon, il me semble vraiment au-dessus de tout le monde pour ça. Damn, man, je m'attendais vraiment pas à ce que tu me dises ça. Merci beaucoup. Ça me fait penser. Ouais. Je présume que t'es un... Ben, non, pas je présume, pardon. T'es un gars de mots. Donc, je présume que même petit, plus jeune, les paroles, toi, tu lisais ça, c'était important pour toi? Je te pose la question parce que pour moi, ça l'a toujours été. Ben... Je pense que oui. Je pense que ça a toujours été vraiment important. En même temps, c'est que je me dis, il y a un moment où, au début de ma vingtaine, j'étais très contre ce que j'appelais à l'époque la dictature du texte. Là. C'est comme si j'étais très dans... Je lisais Antonin Artaud, puis j'étais très dans la théorie du théâtre de la cruauté. Là. C'est-à-dire que, mettons, pour lui, mettons, le véritable théâtre avait pas à voir avec le texte. Le texte, puis la psychologie, c'est un prétexte. Le théâtre, c'est les corps sur la scène, l'écriture du mouvement et du volume sur une scène, c'est ça qui fait que le théâtre est théâtre. Et pour moi, mettons, à l'époque, j'essayais d'appliquer ça en musique et me dire, je suis pas pour la dictature du texte en musique non plus. Ouais. Ce qui est important en musique, c'est la musique. Puis, tu vois, aujourd'hui, je suis plus tant d'accord avec ça. On évolue. Ouais, maintenant, je pense que le texte est vraiment, vraiment, vraiment important. Moi, Pardon. Non, vas-y. J'ai toujours feelé que on a souvent dit que la poésie était un peu en déclin depuis, parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées depuis qu'on fait juste lire de la poésie, là, ouais. Mais j'ai toujours feelé que les textes de paroles, c'était ça, la nouvelle poésie. Mais tu vois, c'est un retour à ce qui était la poésie avant. T'sais, lire de la poésie, c'est un truc qui, somme toute, assez récent. Dans le sens que les gens, ils lisaient pas Homère. Les gens allaient écouter quelqu'un chanter Homère. Pour vrai? Ouais. C'est des poèmes... c'est des poèmes c'est chanté. Ben là, this makes sense. OK, ben d'abord, c'est comme un full circle. Exact. La poésie a toujours été liée à la Je ne savais à la musique. pas Ben, ça. toujours. Ça dépend des cultures. Je veux pas affirmer quelque chose qui serait pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui je comprends ce que tu relativises, là. Ouais. pourraient dédire ce que je dis, mais il y a toujours une forme de poésie qui est encore jugée aujourd'hui comme un des sommets de la poésie de l'histoire de l'humanité, qui était infiniment lié à la musique, tu sais. Damn. Fait que ça, c'est pour revenir à Dylan, tout le débat autour de son prix Nobel, là, des gens qui disaient c'est pas de la vraie littérature, c'est de la chanson, etc. Ça, c'est de la merde, là. Mais ça me semble juste une opinion non informée. Genre, de ne pas comprendre d'où ça vient, de ne pas comprendre la tradition dans laquelle ça s'inscrit. Absolument d'accord. Ça, c'est non informé. Avant de terminer, c'est sûr que j'ai une couple de questions. J'ai 2-3 questions avant de terminer. Moi, Alex, là, la musique, ça me rend très émotif, ça me fait pleurer. Moi, mes émotions passent beaucoup par là. Ouais. Est-ce que toi, t'es une de ces personnes-là ou pas? Ouais. Ouais? Ouais. OK. Je feel qu'on... Des fois, on est comme... Les gens sont trop cool pour dire que la musique, ça les rend fucking émotifs, genre. Ah, je veux dire, ça m'arrive souvent de pleurer en écoutant de la musique. Right. Tu vois, tantôt dans le char, j'écoutais Bob Dylan. J'écoutais l'album Slow Train Coming, puis la deuxième tune Precious Angel. Je sais pas si tu la connais, cette chanson-là. Mais c'est une chanson de sa période chrétienne. C'est comme son premier album de sa période chrétienne, puis il y a une telle ferveur quand il chante. Puis j'essayais de chanter en même temps, puis à chaque fois que je dépassais deux phrases, je m'étais à pleurer, je pouvais plus... C'est juste tantôt, en m'en venant, j'ai pleuré dans le char en écoutant de la musique. T'sais. On est très similaires là-dessus, mais moi, ça me fait tellement du bien de faire ça. Ouais. À part faire de la musique, tu sais, étant des gars genre mi-trentaine, là, ouais. Tu sais, j'imagine que tu dois faire souvent de musique, c'est un peu ça ta vie, tu sais, mais veux pas, tu dois te nourrir autrement. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais à part de la musique, Alex, pour ton bien-être? J'essaie de passer beaucoup de temps avec ma fille. Sinon, je suis vraiment... Ma vie est vraiment monopolisée par l'art en général. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse. Je comprends. Que l'art. Fait que je lis beaucoup. Je regarde vraiment beaucoup de films. Puis moi, j'aime beaucoup aussi... Ce qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de l'art aussi. Mm-hmm. Donc, c'est pas... J'essaie de... C'est un défaut parfois, mais je suis vraiment très tourné vers l'art du passé, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'aime beaucoup, là, cette dernière année et demie, 2 ans, peut-être, mettons, je lisais beaucoup les Grecs anciens, justement. Ouais. Puis, sinon, je regarde des muets ou des classiques des années 40. J'aime beaucoup le cinéma du passé. Je trouve qu'il y a une... je trouve que dans le cinéma d'aujourd'hui, parfois, tu vois, je boucle la boucle avec Artaud, là, avec la dictature du texte, mais c'est comme si le besoin de réalisme venait un peu tuer le potentiel du cinéma que les cinéastes de l'époque du muet avaient à cœur, puis avaient beaucoup développé toute une grammaire du cinéma, puis une conception du montage, puis de comment raconter une histoire qui était très propre au cinéma. Mm-hmm. C'est comme si avec l'arrivée du parlant, nécessairement, tout ça s'est mis à être relégué au second plan parce que, on voulait entendre les gens parler, donc les plans devaient être fixes. Ouais. Le micro était positionné à l'endroit. Mm-hmm. Puis après ça, il y a un souci de réalisme et de psychologie qui vient avec le cinéma parfois, qui je veux pas dire que c'est mauvais et que j'aime pas ça. Là, j'aime ces films-là aussi, mais qui parfois devient un peu handicapant. Puis je trouve que de retourner à ces vieux films-là, ça me nourrit beaucoup. Tu vois, pour la mise en scène de Soleil Noir, il y avait, pour ce qui est des éclairages puis de la disposition sur scène, il y avait vraiment beaucoup d'inspiration des cinéastes allemands des années 10-20, des mouvements expressionnistes, leur utilisation des diagonales, puis de la lumière crue, des grands contrastes. Là, c'était une grande inspiration pour le spectacle. Alex, je te donne une opinion, man. Ouais. Je m'excuse, je me mêle pas de mes affaires, mais tu devrais nous rendre service, là, puis partager ces choses-là. Quand tu fais tes mises en scène, quand tu fais ta musique, partage aux gens qui te suivent tes intentions, man. C'est tellement informatif. Puis genre, je pense que tu te tromperais si tu penses qu'on s'en fout. Ah, merci de dire ça. Je sais pas, man, c'est trop important. Invite-moi. 100%, man. Moi, je vais t'aider à raconter tes histoires, man. Je suis bon pour ça. Canal de diffusion officiel. 100%. Avant de quitter, j'aimerais vous inviter à suivre la page Instagram de Alex Martel. C'est... j'oublie tout le temps. C'est ana.anatole. Je pense que c'est anatole.la. LA, ça date du temps où Anatole était un prophète qui venait de LA. There you go. Je vous rappellerai aussi que c'est important de suivre Alexandre Martel, Anatole sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube. Toutes ces plateformes, c'est des gestes qui coûtent rien, mais qui sont... malheureusement, on est tous assujettis à ce genre de choses-là. Par le fait même, je vous rappellerai de suivre le podcast, s'il vous plaît. C'est important pour moi. C'est ce qui fait que je peux avoir des commanditaires. C'est ce qui fait que je peux continuer à avoir ces conversations-là que vous consommez. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un Patreon. Fait que si jamais vous voulez aller vous abonner, c'est 5$ par mois. C'est beaucoup d'argent, mais ceux qui peuvent se le permettre, je le rappelle, c'est dans la description, dans la bio. Je veux dire merci à Épices de Cru, puis je vous rappelle qu'on a de la merch Creative Mood. Donc, si jamais vous voulez, au coût de 25$, vous pouvez acheter un T-shirt. Alexandre, man, merci full d'être venu. Merci à toi. Honnêtement, ça fait longtemps que je voulais avoir une conversation avec toi, man. Puis le timing dans nos vies, puis tu sais, des fois un peu d'expliquer mon concept, puis genre, c'est ça, que ça se fasse. Moi, je trouve que t'es un gars, ça se ressent même de loin. Ça se ressent de Montréal, man, qui était un gars plein d'intentions. Merci. Puis j'espère que tu vas revenir un jour, man, jaser avec moi de toi et de nous, puis de ce que tu vas faire. Merci beaucoup, guys. À bientôt. Fuck.